On comptabilise le volume de réussites, mais si on comptabilise le nombre d'échecs, c'est quelques réussites parce que j'ai beaucoup plus d'échecs aussi. C'est super important à rappeler ça, c'est juste qu'en fait, personne n'en parle. J'ai toujours pris du plaisir à faire des investissements. Et après, j'ai voulu assez rapidement finalement faire en sorte que mes investissements soient des récompenses, soient des cadeaux. Tu commences ça, tu as 30 ans jusqu'à tes 50-60 ans, bah, tu te retrouves avec 3, 4, 5 biens immobiliers qui vont passer sans problème et une très belle protection pour la famille, quoi. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Structure, le podcast qui libère l'entrepreneur tout en décuplant le potentiel de croissance de son entreprise. Je suis Romain Collignon, le fondateur de Squared, et ce que je vous propose dans ce podcast, c'est de prendre part à une conversation. Une conversation où on est entre nous, avec mon équipe ou avec des invités triés sur le volet, pour vous partager toutes nos coulisses et où évidemment la structure, au service de la liberté et de la croissance de l'entrepreneur, ne sera jamais très loin. Alors, la conversation du jour, c'est la réponse à l'une de vos questions. Venez d'ailleurs me les poser sur Instagram ou sur LinkedIn, j'adore vous lire et j'adore vous répondre. Et en plus, ça me donne un très bon prétexte pour vous offrir des épisodes comme celui que vous vous apprêtez à écouter. Allez, c'est parti! Alors pour ces 2 derniers épisodes qu'on va passer ensemble, Greg et Jean, j'aimerais qu'on parle toujours d'investissement, mais cette fois-ci, on va plus aller sur le côté perso, parce que s'il y a bien un truc qui vous caractérise, c'est que vous n'avez pas vos œufs dans le même panier, et que côté investissement, quand on a l'occasion de discuter avec vous, on se rend compte que vous touchez à tout, en tout cas pas mal de choses, et ma question va être assez rapide pour cette intro. J'ai envie qu'on échange sur ces thèmes, c'est dans quoi vous avez déjà investi, dans quoi vous investissez en ce moment, c'est quoi aussi votre méthode pour investir, vu que les investissements sont assez variés. Donc voilà, Jean, allez, je te lance la balle, attrape la balle, comme on dit chez nous. Je pense que, je sais pas, on commence par les conneries ou on commence par les trucs qu'il faut... dans les trucs stupides que j'ai fait, on devait en parler tout à l'heure, hein, on disait Ouais, ça ouais, dans un ouais. précédent épisode. Moi, j'ai essayé de battre le PMU. C'est-à-dire que donc je refais l'historique. Globalement, mon parcours consiste juste à dire, moi, j'ai pas envie de travailler, j'ai pas envie de subir tout ça. J'ai bien compris que si j'avais plein de pognon, bah si j'étais richissime, je serais pas embêté, tu vois. Donc en fait, la première partie de ma vie, surtout pendant la période salariée, ça consiste à trouver la martingale facile et rapide pour faire plein de pognon, tu vois. Et donc au milieu de tous ces trucs, parce que j'ai tenté énormément de choses, on n'aura pas assez de temps dans le podcast. Mais c'est un marqueur d'ailleurs dans ceux qui réussissent, hein, c'est que j'explique toujours aux gens que j'ai probablement beaucoup plus d'échecs que la majeure partie des gens qui nous écoutent. On comptabilise le volume de réussites, mais si on comptabilise le nombre d'échecs, c'est quelques réussites parce que j'ai beaucoup plus d'échecs aussi. C'est super important à rappeler ça, c'est juste qu'en fait, personne n'en parle. Et donc, celle qu'il faut absolument rappeler, c'est le jour où Jean Laplace a pensé qu'il allait battre le PMU. Donc j'y connais rien en chevaux, hein, on va pas se... J'arrive à reconnaître ce que c'est, tu vois, mais... Et donc en fait, j'avais commencé à faire des probabilités, des hypothèses de travail, de machin, pour sur la base des mathématiques, sans connaître forcément le cheval, gagner ça. Donc j'ai commencé à gagner de l'argent, puis on perd, puis gagner, etc. Et à l'époque, c'était des sommes qui, par rapport à ce que j'avais, étaient complètement, absolument phénoménales. Et dites-vous que je dépensais tellement d'argent là-dedans que le PMU m'envoyait des chocolats en fin d'année. Vous voyez oui, ouais, ouais. Ouais, tu sais pas ça. C'est quand tu dépenses vraiment de l'argent et te disent, mais vous êtes dans nos clients numéro un. Et ils m'envoyaient des chocolats. Bref, j'ai dû perdre du pognon avec ça. Après, je crois que je suis passé à la bourse, mais la bourse sans formation. Alors que vraiment, aujourd'hui, il y a moyen de faire les choses de manière extrêmement carrée, intelligente et pour le coup avec beaucoup de réussite, si on prend ça de manière comme un métier, en tout cas de manière intelligente, tu vois. Et puis après, je suis venu à des trucs un peu plus classiques. Je vais peut-être laisser Grégory démarrer, lui, parce qu'il a pas mal de trucs aussi intéressants. Moi, Il y a si le je devais... classique et l'exotique, tu vois, on peut traiter les Ouais, deux. ça passe du classique à l'exotique, ouais. Ouais. Mais moi, j'ai commencé par du classique. J'ai commencé très tôt, en fait. J'ai toujours pris du plaisir à faire des investissements. J'avais 16 ans. J'étais déjà sur la bourse avec un compte de mon père. J'avais des boîtes qui n'existent plus aujourd'hui, mais du Elf. J'avais du Renault. J'avais du AXA, voilà, ou du AGF, plutôt AGF à l'époque. Des trucs comme ça. Et donc, j'ai commencé très tôt. Je suivais tous les jours la bourse. J'ai fait mes stages de troisième, de première à la enfin à la bourse, quoi. J'étais au Palais Brognard à l'époque où on était en train il y avait encore à l'ancienne méthode qui n'était plus pas électronique. J'étais fait dans la salle des marchés du Crédit Agricole, des stages.
Donc j'aimais vraiment ça. Après, je trouvais que c'était pas assez fun en fait, pas assez excitant. Et je suis parti sur les varans. Les varans, j'achetais des options d'achat, des options de vente. Et je faisais sur l'or, sur l'argent, sur le pétrole. Donc c'est un peu plus excitant parce que tu as des coefficients. Voilà, donc j'ai commencé avec ça. Et après, j'ai voulu faire un peu de physique. J'ai voulu faire un peu de physique et Ce qu'il assez dit pas, tôt. c'est qu'il a fait perdre 1 million à son père. Hein. Faut mettre les chiffres en face. Les Non. Petit vainqueurs racontent génie. toujours l'histoire. Hein. Ouais, non, non, j'ai dû perdre un petit peu d'argent sur l'argent parce que c'était très volatile sur des varans sur l'argent, je me rappelle. Et après, j'ai voulu assez rapidement finalement faire en sorte que mes investissements soient des récompenses, soient des cadeaux. Donc ensuite, j'ai acheté quelque chose qui est du palpable et j'ai commencé à acheter des pièces d'or. Donc j'étais sur eBay et à l'époque, les gens ne savaient pas, les particuliers ne savaient pas trop combien ça valait. Et donc je voyais les gens qui en vendaient une sur eBay et puis je voyais que sur leur photo, il y avait une deuxième pièce qui dépassait, quoi. Donc je me disais, vous en avez plusieurs à vendre, monsieur. Et donc je leur disais, bah, qu'est-ce que vous avez à vendre? Et je leur achetais tout, en fait. J'achetais toutes leurs pièces d'or. Je m'étais fait kiffer avec un petit coffre un peu, voilà, de pirate, quoi. Voilà, c'était des petits T'étais délires déjà un marrants. pirate à l'époque. Ouais, un petit Et coffre il de est où ce pirate. coffre maintenant? Euh, Pour les auditeurs, est-ce que tu peux être pratico-pratique? J'ai plusieurs coffres à Paris, ouais, près des Champs-Élysées. Mais là, c'était rigolo. Après, des pièces d'or, j'en ai beaucoup vendu. J'avais une très très belle collection. J'en ai beaucoup vendu parce que je partais vivre à l'étranger. Mes parents voulaient pas que ça reste à la maison. Donc voilà. Et après, je suis revenu quand même sur du palpable et des choses vraiment pour me récompenser. Mais une fois que mon business est bien développé, tout ça, encore une fois, que j'ai voulu diversifier et me récompenser toujours, vraiment, je prends comme ça. Et donc là, je fais beaucoup d'achats aux enchères. Tous les 18 mois, grosso modo, ces derniers temps là, ces dernières années, je me suis pris du passion d'un type d'investissement. Donc je me suis poussé à apprendre un peu un type de produit et à investir dedans et pendant 18 mois. Donc j'ai commencé je suis revenu sur les pièces d'or. Voilà, des pièces d'or. J'ai ensuite fait les diamants, les pierres précieuses. Mais j'en ai beaucoup, beaucoup, hein, c'est abusé, j'en ai trop, quoi. J'ai un vrai inventaire d'expert comptable avec toutes les caractéristiques. J'ai plus de 50, j'appelle ça des cailloux, mais c'est quand même des jolis cailloux. J'ai ensuite fait des photos anciennes, photos de collection, tout ça, j'ai acheté aux enchères dans le monde entier. Ensuite, j'ai fait les Ça, c'est dans le but photos. de les garder ou de les revendre dans l'intention? Bah, je pense que les diamants, les pierres. Alors, c'est toujours gardé. C'est gardé pour transmettre. Mais là, je pense que tu Mais- rentres dans le... Enfin, te connaissant, Greg, là, sur ces investissements-là, il rentre dans le plaisir. Ouais, C'est bien sûr ouais. qu'il y a l'idée de mettre l'argent quelque part, mais tu vois, on parle des œuvres d'art, on pourrait développer le sujet sur toutes les possibilités qu'il y a d'exonération, etc. Il y a des choses super intéressantes, mais je pense que le, le- le sous-jacent, enfin en tout cas la saisine, aidez-moi, le truc qui La lance dans ça, motivation, hein. c'est La que, ouais, la motivation. motivation, merci tout simplement, je vais chercher des mots compliqués. La motivation, ouais, bah ouais, c'est le problème d'accès au langage. Euh, la motivation, elle est surtout que bah, t'as envie de faire un truc plus sympa, tu vois Ouais. qu'un énième investissement immobilier. C'est pour ça. C'est ça. En fait, moi, avoir du coup, j'ai plus rien en bourse. Ça m'amuse pas tant que ça. Alors, c'est super intéressant la bourse, hein. Mais je fais des trucs qui me récompensent et pas qui sont rentables. Mes projets aujourd'hui, c'est des choses qui me récompensent et pas des choses qui sont toujours rentables. Donc, c'est un choix, hein, voilà. Et donc, j'ai fait les photos anciennes. Donc, j'ai pas mal de photos. Aussi, Douaneau, pas mal de photos originales. Ensuite, j'ai fait les montres anciennes. Donc, je dois avoir une quinzaine de montres qui sont au coffre, que des montres anciennes, toujours achetées dans le monde entier. Voilà, donc ça me récompense. Et j'ai commencé à faire un peu de bijoux anciens aussi. Des trucs, tu vois, je porterai jamais, hein, c'est des trucs féminins et tout. Mais bon, ça m'amuse, je trouve ça beau. Oui, oh, d'accord, c'est vrai que à Pigalle, Pas je suis sur un pas loin de podcast, Pigalle. mais Ouais, voilà. Bon, on peut pas tout dire ici quand même. Mais voilà. Et là, les prochains investissements, bah, je les réfléchis. C'est en train de se dessiner franchement. Ça a un toit, ça a des tourelles, ça a des machicoulis, ça a des créneaux, ça a un pont-levis. Non, c'est pas un château fort, mais c'est un château. Voilà, c'est un peu plus un gros investissement parce qu'il faut créer une activité derrière. Mais ça aurait très bien pu aussi être les voitures anciennes qui me plaisent bien, mais je me dis que mon château sera un garage pour voitures anciennes le jour venu, quoi. Voilà. Toujours des récompenses, et puis je change assez régulièrement, je me diversifie. Ça m'amuse d'apprendre en fait tout ça, quoi. Ça m'amuse d'apprendre et voilà, de m'enrichir de ces connaissances.
Je pense que c'est un truc qui se fait étape par étape parce que si on revient à la question de ce qui va être applicable pour l'auditeur, bah là, Greg, il est au niveau où en fait, je ne vois pas comment je peux dire ça autrement, mais l'argent n'est plus vraiment la question. Tu vois, il sait protéger, il sait se protéger et il sait protéger. Et donc maintenant, il est juste dans comment je peux faire des choses qui sont sympas sur la partie en utilisant ses finances, tu vois. Mais après, c'est vrai que les grands basiques, ça va être pas être ça. Euh, Moi, j'ai une situation un peu différente. Déjà, mes boîtes, c'est des boîtes dans l'IMO. J'ai un groupe autour de l'immobilier. L'immobilier consomme énormément de cash. Donc, c'est ce qu'on a dit aussi dans un précédent épisode, c'est que j'ai des comptes courants d'associés qui sont assez importants parce que bah, une grosse partie du cash est remis dans les sociétés. Et après, le classique, c'est bah, de faire l'effet levier au maximum, d'utiliser l'effet levier sur les sociétés, sur le perso. Donc pour du locatif, moi j'ai du locatif maintenant, j'ai un peu changé mon fusil d'épaule avec l'augmentation des fonctions et des projets. J'ai du locatif géré, donc c'est du locatif probablement un peu moins rentable que quand tu le gères en direct, mais qui fait que ça me prend pas de temps, ça se débrouille dans son coin tout seul. C'est payé par, c'est le locataire qui paye le crédit, donc ça m'a demandé très peu d'argent. Et c'est surtout fait pour deux choses. Alors, un, bien sûr, pour la fin de vie, tu vois, dire, bah, en fait, tu accumules comme ça des centaines ou des millions d'euros. Mais deux aussi, il y a un effet qu'on ne pense pas. Et c'est pour ça que moi, j'encourage vraiment le, vraiment tout le monde à aller là-dedans le plus tôt possible. C'est l'effet assurance vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu veux, si tu possèdes 200 000, 500 000, 1 million, 2 millions d'euros, 10 millions d'euros en investissement locatif et que ça ne te rapporte rien, bah, n'empêche que si t'arrive malheur demain, bah, l'assurance du crédit en fait va rembourser l'entièreté en fait de ton patrimoine immobilier. Le seul truc c'est qu'il ne faut pas se flinguer, donc vous mettez ça de côté, hein. C'est ce truc qui marche pas. Mais globalement ça fait qu'en fait ça a un phénomène d'assurance vie qui est extrêmement intéressant quand tu penses à la protection de la famille et à la transmission, tu vois. Donc plus pour bah, voilà, cette idée investissement. Et c'est pour ça vraiment moi je recommande aux gens de dire mais achetez un truc, un petit truc à votre portée sans vous prendre la tête, sans que ça soit fou, un truc simple que vous comprenez, mais achetez-en un tous les 5 ans. En vrai tous les ans, tous les 2 ans, nous on a envie de dire ça, mais même tous les 5 ans, tu vois, tu arrives au bout de... tu commences ça, tu as 30 ans jusqu'à tes 50, 60 ans, bah, tu te retrouves avec 3 4 5 biens immobiliers qui vont passer sans problème, certains qui vont être déjà payés, et une très belle protection pour la famille, quoi. Donc ça, c'est un grand classique, mais il faut vraiment passer à l'action sur ça, quoi. Ouais, j'ai oublié de le dire, je savais que j'allais oublier de le dire, mais c'est vrai qu'avant, bah, il faut faire de l'immobilier, quoi. C'est ce que Mais j'ai parce fait, qu'on moi, a commencé par l'exécutif. Ouais, ouais. Bah ouais, Non, non, mais ouais. c'est parce on était passé du PMU, donc toi, tu as voulu donner tes PMU à toi, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais. Sûrement avec plus de réussite que moi, le PMU, ça c'est sûr. Ouais. Bah, en tout cas, l'immobilier, c'est un passage indispensable. Enfin, c'est un passage indispensable pour l'entrepreneur, à mon sens. C'est une sécurité, c'est une diversification avec ce qu'on a déjà dans notre business. C'est des revenus futurs, c'est euh, c'est mettre un taux aussi au-dessus de ta tête pour te protéger toi. On ne sait jamais de n'importe quel imprévu. C'est l'immobilier d'une manière générale. Moi, j'incite tous mes entrepreneurs à investir en immobilier grâce à leur activité, pour financer, pour envisager leur futur. Ça, pour moi, c'est un investissement important. Et après, c'est vrai, il y a les assurances vie, tout ça, c'est des produits marché financier. Alors moi, je ne le fais plus du tout, mais ça reste, quoi qu'il arrive, sur le long terme, a priori, si on a un panel d'actions un petit peu diversifié, ça reste un investissement intéressant. On touche des dividendes assez régulièrement, mais ça monte, quoi. Et si on veut essayer de réduire le risque, il existe des produits qui mutualisent un petit peu des entreprises qui sont dedans. On peut acheter un indice, on peut acheter par exemple un indice CAC 40. Un indice CAC 40, alors c'est pas peut-être des conseils financiers que je partage, je sais pas, je crois qu'il faut mettre cette phrase-là de temps en temps, mais acheter un indice CAC 40, bah, le CAC 40 c'est quoi? C'est les 40 entreprises les plus représentatives, grosso modo, de l'activité économique française. Ces 40 entreprises, il y a des personnes qui décident de faire entrer ou de faire sortir des boîtes dedans. C'est aussi l'image en fait de l'activité économique de la France, le CAC 40. Donc en fait, ceux qui décident de faire entrer des boîtes ou de les faire sortir, ils ont tendance à mettre des boîtes qui ont du potentiel, qui vont faire prendre de la valeur à cet indice moyen. Et donc pourquoi pas aussi acheter un indice CAC 40 qui normalement est constitué toujours des boîtes qui ont du potentiel parce qu'il y a des gens qui ont décidé pour la bonne image de la France de mettre les bonnes boîtes dedans. Et donc ça peut être un moyen aussi d'investir dans la bourse gentiment, quoi. Mais il faut commencer petit et petit à petit
faire régulièrement, quoi. Ouais. Je vois les auditeurs là, tu sais, qui sont devant leur ordi en train d'écouter, et il y a 2 secondes, ils étaient sur le PMU, ils sont passés sur les châteaux, et là, ils font, ah merde, ils sont en train d'acheter du CAC 40, tu vois. Dieu merci les conseils. Et j'ai envie de revenir sur la RP, la résidence principale, là, comme tu disais. C'est un super exemple pour comprendre comment, à chaque question, il n'y a pas une réponse universelle. Parce que par exemple, tu vois, moi, quand tu démarres, ça me paraîtrait très logique si tu as une résidence principale, de la prendre avec effet levier. Je te dirais toujours, ah mais non, il faut surtout pas l'acheter avec ton cash. Bon, surtout qu'on sort d'une période où les taux étaient très très bas. En fait, tu pouvais faire beaucoup plus d'argent en conservant le cash et en faisant un effet levier. Et tu vois, en avançant, bah, ce genre de réponse, tu n'auras pas forcément la même. Quand tu commences à avoir mis pas mal de cash de côté, bah, tu vas plutôt prévoir de sécuriser cette résidence principale au plus tôt pour dire, bah, pour passer un cran, tu vois, dans la sécurité patrimoniale. Et effectivement, financièrement, c'est pas totalement optimisé, mais en fait, ça t'amène autre chose, quoi. Tu vois, c'est vraiment toujours le jeu qu'il y a entre sécurité et performance, tu vois. C'est toujours cette balance qu'il y a entre les deux qui va être intéressante. Mais justement, t'as une maison, toi? T'as une maison, Jean? Je Hein. vois très bien où tu veux en venir. Euh, il est bon, il est très bon la transition. Non, moi, je suis locataire, donc j'imagine qu'il faut que j'explique pourquoi. Je suis locataire, ça peut être une très bonne idée d'être locataire, hein, suivant les conditions de marché, tout ça. Mais je suis locataire parce que j'ai fait un mouvement un peu particulier pour le commun des mortels, mais qui se veut extrêmement réfléchi. On parlait de notion de risque plutôt dans les épisodes. En fait, ce que j'ai fait, c'est que c'est à l'été 2023, si je dis pas de bêtises, bon, on s'en fout exactement, mais on a eu le petit bout qui est arrivé, le deuxième qui est arrivé dans la famille, on a eu besoin d'avoir une deuxième chambre. Et donc là, c'est posé différentes configurations classiques de est-ce qu'on agrandit la maison, est-ce qu'on change de maison. Et en fait, à ce moment-là, on est rentré dans un marché qui était un peu particulier, qui faisait que, de toute évidence, si on voit les différents actifs, l'immobilier, la finance et les cryptos, parce qu'on va parler de ça, si on voit ça comme des ascenseurs, eh ben, clairement l'ascenseur de l'immobilier, pour moi c'était une évidence qu'en termes de valeur intrinsèque, en fait il allait arrêter de monter à la vitesse folle à laquelle il montait depuis 10 ans sur Bordeaux. Moi je suis à Bordeaux, donc dans ce secteur-là, et pour une raison très simple, c'est qu'on voyait que les taux, comment on appelle ça, aidez-moi là, les taux de la BCE, les taux directeurs, qui font le pourcentage que tu vas payer ton crédit, bah, était en train d'exploser. Donc de toute évidence, si les taux explosaient, ça voulait dire que le pouvoir d'achat des gens diminuait, et si le pouvoir d'achat des gens diminue, bah, très naturellement, tu peux pas avoir le prix d'immobilier qui continue de monter. Et sur ce coup-là, c'était pas très compliqué, mais c'était malin, parce qu'effectivement, dans la foulée, bah, on a eu la première stagnation, première baisse de l'immobilier depuis 10 ou 20 ans sur notre région. Donc en fait, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on a fait? On a décidé de vendre la résidence principale et de partir en location, parce qu'en location, on pouvait avoir une chambre en plus. Et ça nous permettait bah, de grimper dans un autre ascenseur qui, pour moi, représentait à ce moment-là une opportunité folle, à savoir l'ascenseur des crypto-monnaies et du Bitcoin. Donc, on a fait un truc un peu dingue. On a pris la plus-value de notre résidence principale, donc plusieurs centaines de milliers d'euros, hein. À Bordeaux, dès que tu achetais une maison, très vite, au bout de 5 ou 10 ans, bah, tu faisais des plus-values énormes. Et en plus, nous, on avait acheté un truc à retaper. Bon, c'était un peu mon job, hein, donc normalement, ça marche bien. Et donc, c'est plusieurs centaines de milliers d'euros. On les a calés principalement sur le Bitcoin, mais sur quelques crypto-monnaies. Et au moment où on parle, on est déjà à x2, x2,5, tu vois. Donc, en fait, il y a cette idée dans les investissements qu'il ne faut pas être trop buté et qu'il faut regarder les investissements dans leur globalité. Mais le faire avec méthode. C'est-à-dire que je l'ai pas fait parce que il paraît que les cryptos c'est génial. Je l'ai fait parce qu'il y a un sous-jacent que je pourrais expliquer si on avait 4 épisodes, tu vois, qui faisait que ça me paraissait logique. Tout comme dans l'immobilier, c'était logique qu'avec une augmentation des taux directeurs, on ait moins de pouvoir d'achat et donc que l'immobilier n'augmente pas aussi vite. Bah, c'était logique que sur la crypto, avec l'arrivée du halving et l'arrivée des ETF, etc., c'était logique que le prix allait augmenter, quoi. Voilà. Super, super courageux, quoi. Mm. Bah, on en revient à ce qu'on Ah, disait super dans l'épisode intéressant. précédent, tu Est-ce vois, que c'est worst case. J'ai étudié le worst case, et dans le worst case, tu dis, ok, l'argent que je perds en Mm. location, si je le mets sur 10 ans, il suffirait que le Bitcoin fasse x2 pour que j'ai. Tu vois, c'est prévisionnel, hein, c'est le conseil de Greg, hein. Il suffirait que le Bitcoin fasse x2 en 10 ans pour que moi, j'ai pas perdu d'argent, tu vois. Et là, en fait, quand tu as un peu de connaissances dans ce domaine-là, tu te dis, mais c'est pas possible que ça fasse que x2, quoi, à l'échelle de 10 ans, tu vois. Bon, ça a pris 6 mois à faire x2,5, donc c'est pas trop trompé. donc c'était un beau choix. Et toi, je vais peut-être revenir sur le mot récompense. Jean, est-ce que t'es dans un investissement récompense? T'es encore dans un Non, investissement moi, la récompense, j'ai ce phénomène de récompense, mais il va plus être sur
des journées en plus, tu vois. Je vais me prendre des journées de repos. Je suis plus sur ça, moi. C'est vrai que, ouais, plutôt des kiffs. Même sans des kiffs, plus même juste des pauses, quoi. Plus de pauses, sur de pauses, parce que autant moi que ma compagne, on est un peu hyperactif et boulimique de projet. Probablement qu'on en reparlera un peu plus tard. Donc en fait, tu vois, me faire une petite pause à rien faire, tu vois, c'est plus ça la récompense, tu Un bon podcast entre Ça. copains. Et moi, j'ai quand même des trucs qu'on foiré hein, dans mes investissements. Euh, j'avais acheté un terrain. J'avais fait de l'immobilier dans la métaverse. J'ai fait de l'immobilier dans la métaverse. L'immobilier, c'est bien, mais en physique, peut-être pas dans la métaverse. J'avais acheté un terrain dans la métaverse et j'avais construit un cabinet d'expertise comptable. Dans Bon, le j'allais être le métaverse. premier au monde à être le premier expert comptable dans la métaverse. Ouais, mais j'étais le deuxième. Il y a un cabinet new-yorkais qui avait fait ça 10 jours avant moi. Mais bon, voilà, c'est aussi. Je pense qu'investir, c'est aussi essayer des choses, quoi. C'est se projeter. Alors, faut pas se cramer les ailes, hein, mais c'est aussi. Enfin, pour moi, c'est une combinaison des choses un petit peu excitantes, un petit peu. Voilà, et qu'il faut que ça puisse pas être trop fou non plus, mais. Et récompensantes, quoi. Mais voilà, c'est des petites expériences qui sont rigolotes à raconter après coup. Ouais, mais tu vois, c'est ce qu'on disait plus tôt, c'est que effectivement ton truc il a foiré, mais cette erreur elle était totalement inoffensive à l'échelle de ce que tu gères. Il faut juste le faire à la hauteur de ce qu'on peut risquer, tout simplement, quoi. C'est ça. Vas-y, dis-nous, c'est quoi le prix? Combien t'as mis dans ce. Euh, quand même. Non, c'était des éthers. Je crois que ça avait dû, à l'époque, ça devait coûter. Je crois que j'avais payé 3 ou 4 éthers, donc ça devait peut-être valoir 15 ou 20 000 euros, un truc comme ça, un terrain. Voilà, c'était le budget pour acheter un terrain. Bah, c'est rigolo. En fait, ça a fait un petit buzz quand même, tu vois, dans la profession, dans mes équipes. Je leur en ai parlé. En fait, c'était marrant parce que c'est, ces équipes, elles ont pas du tout réagi comme je pensais, quoi. Il y a ceux, je pensais qu'elles allaient être positives. Elles ont dit, mais qu'est-ce que c'est? Je comprends rien. Et d'autres, je pensais qu'elles seraient complètement larguées. C'était l'inverse. Elles trouvaient, ah, c'est génial, c'est génial. Donc, au pire, tu vois, ça reste un petit, c'est comme si on avait fait un petit événement pour dynamiser les équipes. Ça a fait Ouais. rigoler, ça a fait parler. Si ça se trouve, t'as fait le buzz, ouais, tu t'es payé du En marketing fait, en c'est fait. ça, ouais, c'est un co-marketing. J'ai pas encore fait la vidéo sur YouTube là-dessus, mais il y en a beaucoup qui l'attendent. Donc voilà, en attendant, ils restent abonnés sur ma chaîne et ils attendent la vidéo. Non, j'abuse. Eh bien, écoutez, les gars, merci pour ce tour d'horizon sur les investissements, aussi bien exotiques, kiff que, on va dire, sécurisants. On arrive déjà tranquillement à la fin de cette série. Et avant de nous quitter, j'ai un dernier épisode en réserve que j'ai envie de faire avec vous. Et j'aimerais qu'on parle de votre double rôle, à la fois de papa et d'entrepreneur. C'est un sujet qu'on n'aborde pas forcément très souvent sur le podcast. Et puis, depuis le début de la série, on parle de transmission. Donc, je pense qu'on aura peut-être l'occasion aussi d'aller creuser ce sujet-là autour du dernier épisode. Eh bien, chaud pour ce dernier? Très très chaud. Allez, top. J'adore le sujet.